Regardez une carte du Yémen datant du 1er décembre 2025 et vous verrez qu'elle est devenue complètement obsolète au cours des 2 dernières semaines. Le Conseil de transition du Sud, une organisation séparatiste, a lancé une offensive éclair, contrôlant les champs pétrolifères, la côte sud et la majeure partie du territoire du Yémen. Leur but est de créer un nouvel État souverain pour récupérer le territoire de l'ancien État communiste du Sud Yémen durant la guerre froide. Et pour le remodeler à leur image, le gouvernement yéménite reconnu internationalement s'est révélé impuissant à résister. Bien que les Houthis ne se soient pas encore réellement impliqués dans les combats, leurs dirigeants comprennent que leur situation a rapidement changé. La plupart du temps, lorsqu'un groupe de rebelles émergents prend le contrôle d'une portion de territoire et affirme qu'il forme une nouvelle nation. La grande majorité du monde a tendance soit à les considérer comme une nouvelle menace pour la sécurité, soit simplement à les traiter avec mépris. Après tout, nous vivons dans un monde où toutes les terres sont revendiquées, à l'exception de cette petite parcelle de terre entre l'Égypte et le Soudan que les 2 nations insistent pour dire qu'elles ne veulent pas. Le monde n'est pas un endroit accueillant pour les nouvelles nations. Depuis le début du XXIe siècle, seuls 3 pays ont accédé à la souveraineté, le Timor oriental, le Monténégro et le Soudan du Sud. Actuellement, les nations du monde montrent des signes de plus en plus forts que cela pourrait cette fois être différent. Et la faction rebelle montante du Yémen s'efforce de prouver qu'elle n'est pas simplement un nouveau venu, mais un véritable partenaire mondial. Lorsque le Conseil de transition du Sud du Yémen, Conseil de transition du Sud, a lancé son offensive le 2 décembre, peu s'attendaient en un tel succès. Avant le début de ce mois-ci, le Yémen était clairement divisé en 3 parties entre 3 gouvernements qui semblaient chacun être à peu près aussi puissants les uns que les autres. Le Conseil de transition du Sud contrôlait en une grande partie du sud du Yémen, s'appuyant sur le soutien d'une faction de combat puissante appelée les Forces d'élite Arami et bénéficiant du soutien international des Émirats arabes unis. La République du Yémen, reconnue internationalement, contrôlait la majeure partie de la région intérieure orientale du pays, y compris ses champs pétrolifères lucratifs. Et elle était soutenue par l'Arabie saoudite, qui soutenait également un réseau de groupes tribaux alliés opérant généralement en accord avec la République. Enfin, l'organisation rebelle Houthi contrôle actuellement la côte ouest du Yémen sur la mer Rouge et les zones les plus peuplées du pays. Dans l'ensemble, les Houthis sont soutenus par la République islamique d'Iran, qui les considère comme une force par procuration, à l'image du Hamas ou du Hezbollah. Nous avons déjà traité en détail l'offensive éclair du Conseil de transition du Sud dans un autre épisode, alors consultez-le après celui-ci pour en savoir plus. Mais pour l'instant, il suffit de dire que le Conseil de transition du Sud vient de surprendre le monde entier, a montré une capacité bien plus grande à défier la République du Yémen, soutenue par l'Arabie saoudite, que ce que le monde croyait, avec l'aide de véhicules blindés et d'artillerie fournis par les Émirats arabes unis. Grâce à des accords de non-agression avec des milices tribales soutenues par l'Arabie saoudite, le Conseil de transition du Sud a contourné la résistance de la République du Yémen, prenant rapidement le contrôle de la vaste province de Hadramout et de ses champs pétrolifères, ainsi que de toute la frontière avec Oman. Plus de la moitié de la frontière avec l'Arabie saoudite et tout le territoire qui appartenait au Sud-Yémen, nation de 1967 à l'unification en 1990. Dans le processus, le Conseil de transition du Sud, a également renforcé son contrôle sur la ville portuaire vitale d'Aden, où le Conseil de transition du Sud était déjà en grande partie aux commandes. Mais les responsables du Yémen et les conseillers saoudiens avaient pu garder un siège gouvernemental. Actuellement, le Conseil de transition du Sud semble contrôler fermement les anciens territoires du Sud-Yémen. Ce qui signifie qu'en essence, ils ont atteint les objectifs militaires qu'ils tentaient d'accomplir depuis plusieurs années. Bien qu'ils mènent encore des offensives de suivi, nous en parlerons plus tard. Le gouvernement de la République du Yémen semble avoir choisi de se taire et d'accepter la situation. En ce moment, la République du Yémen contrôle quelques villes clés, dont Marib et la ville assiégée de Dez, ainsi que quelques îles côtières du Yémen et une zone vide au nord-ouest, que le Conseil de transition du Sud ne revendique pas, le principal soutien de la République du Yémen. L'Arabie saoudite ne cherche pas à reprendre l'avantage sur les Émirats arabes unis, malgré leur guerre d'influence discrète au Yémen depuis des années. Riyad semble avoir accepté sa défaite et cherche désormais à limiter les dégâts. Les responsables de la République du Yémen ont été réinstallés, tandis que les milices soutenues par l'Arabie saoudite ont conclu des accords durables avec le Conseil de transition du Sud et que Saoudiens et Émiratis restent présents au Yémen. Ils travaillent conjointement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres troubles dans les zones que le Conseil de transition du Sud contrôle actuellement.
Bien que les conquêtes territoriales du Conseil de transition du Sud soient indéniablement une partie importante de cette histoire, ce n'est pas l'aspect sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur la possibilité distincte que, d'ici peu, l'une des deux choses suivantes risque d'arriver pour le Conseil de transition du Sud. Soit sa souveraineté est reconnue internationalement, et il devient l'État d'Arabie du Sud. Si les grandes puissances mondiales s'impliquent réellement, elles pourraient en tenter de donner au Conseil de transition du Sud le contrôle du Yémen. Sur la façon dont cela se produirait et pourquoi les grandes puissances peut-être voudraient aider, nous y reviendrons bientôt. Mais avant cela, nous devons parler un peu plus de qui sont réellement les membres du Conseil de transition du Sud. Ou, si nous pouvions temporairement exploiter l'énergie de Hickman que le Conseil de transition du Sud commence à dégager, nous devons expliquer pourquoi le Conseil de transition du Sud n'est pas comme les autres rebelles. Nous allons d'abord souligner le contraste entre le Conseil de transition du Sud et d'autres acteurs non étatiques soutenus par les Émirats arabes unis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Au Soudan, les forces paramilitaires de soutien rapide se sont distinguées par des atrocités, des attaques indiscriminées contre les civils et, récemment, un génocide en cours au Darfour. En Libye, un gouvernement dissident mené par Khalifa Haftar a passé 6 ans et demi à déchirer le pays lors d'une guerre civile. Son dirigeant a été accusé de trafic d'êtres humains et d'avoir permis la torture, l'exécution et le massacre de prisonniers de guerre par ses forces. En Somalie, les Émirats soutiennent le Puntland, où les forces gouvernementales sont souvent accusées de torture et de mauvais traitements. Et la région séparatiste du Somaliland, où une démocratie autrefois stable est devenue plus autoritaire. Eh bien, je vous l'accorde, le Conseil de transition du Sud et ses forces ne sont pas des anges non plus. Ces dernières années, ils ont commis des exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, tortures, pillages de guerre et autres crimes et atrocités. Contrairement aux forces de soutien rapide ou aux forces de Khalifa Haftar, le monde n'a guère prêté attention aux actions du Conseil de transition du Sud. Horribles ou non, ces actions restent tout aussi horribles. Elles sont tout autant une tragédie pour les personnes qui en sont victimes. Mais aussi déprimant que cela puisse être, ces atrocités ne compteront pas forcément pour les autres puissances mondiales. Si le Conseil de transition du Sud peut garder son image actuelle propre, c'est encore mieux pour le Conseil de transition du Sud. Il semble qu'ils aient pu s'emparer de tout ce nouveau territoire sans commettre d'atrocités à la place. Malgré quelques dizaines de morts signalées, le rapport Conseil de transition du Sud entre territoires conquis et sans verser reste impressionnant. Quant à leur gouvernance avant leur offensive éclair, le Conseil de transition du Sud était loin d'être parfait, surtout pour les groupes tribaux, peu appréciés par le Conseil de transition du Sud, mais ils ont souvent réussi à maintenir la stabilité locale, à garantir l'accès aux services de base et à assurer le strict minimum en gouvernance civile, même dans une région du Yémen touchée par la maladie et la faim. Soyez imaginatifs et placez-vous dans la peau d'un bureaucrate onusien spécialisé au Moyen-Orient. Et que penseriez-vous du Conseil de transition du Sud comme base pour une nouvelle nation souveraine? Vous ne seriez probablement pas ravis. Il reste un groupe rebelle qui a conquis son territoire par la force, avec un passé qui devient de plus en plus sombre à mesure qu'on s'y attarde. Mais dans l'ensemble, ils ne sont pas si mauvais que ça, non. Dans un monde où l'État islamique a tenté récemment de bâtir un califat. Les républiques de populaires de Donetsk et de Luhansk ont passé près d'une décennie à revendiquer leur indépendance, tandis que les forces de soutien rapide cherchent à diviser le Soudan. On pourrait vraiment tomber sur bien pire que le Conseil de transition du Sud. Bien sûr, consolider une revendication de souveraineté est bien plus complexe que d'obtenir un ça ira tiède de la part de quelques bureaucrates de l'Organisation des Nations Unies. Sinon, des endroits comme le Somaliland ou le Kurdistan seraient probablement devenus des nations depuis longtemps. Cependant, ces dernières semaines, il est clair que le Conseil de transition du Sud n'est pas naïf sur les exigences d'une revendication de souveraineté. Et ils sont clairement prêts à jouer le jeu, diplomatiquement parlant, afin d'y parvenir. Le Conseil de transition du Sud cherche à attirer les audiences internationales et à s'afficher comme une future grande puissance au Moyen-Orient. Pour convaincre les observateurs mondiaux, surtout occidentaux, qu'un État souverain d'Arabie du Sud sert aussi leurs intérêts, leur argument principal repose sur les rebelles Houthis, sans doute la faction la plus puissante du Yémen, mais une faction avec laquelle pratiquement personne dans le monde, à part l'Iran, ne souhaiterait traiter. Du point de vue partagé de bon nombre de nations dans le monde, les Houthis ne sont pas simplement un groupe rebelle qui détient des territoires, ils se sont transformés en une véritable menace, et ils semblent s'en réjouir.
Ils ont lancé des dizaines d'attaques de missiles et de drones contre des navires marchands dans la mer Rouge, économiquement vitales, coulant plusieurs de leurs cibles et rendant la majeure partie de la mer Rouge pratiquement inutilisable. Ils ont aussi attaqué Israël à longue distance de façon intermittente, ce qui n'aboutit jamais à rien. Bien et tout aussi important, ils se sont révélés étonnamment difficiles à gérer. Une coalition navale menée par les États-Unis a tenté pendant des mois d'arrêter les Houthis, avec peu de succès, et les récents bombardements israéliens sur le territoire Houthi semblent aussi inefficaces. Fin des années 2010, la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite a presque été expulsée du Yémen après avoir appris. À quel point les Houthis peuvent être un vrai casse-tête, bien sûr, si la communauté internationale avait autant de mal avec les Houthis. Nous faisons confiance à cela. Imaginez ce que la République du Yémen, soutenue par la communauté internationale, a accompli alors que celle-ci souhaitait une force compétente pour contrer les Houthis. Ils ont été profondément déçus. Mais l'échec de la République du Yémen est l'opportunité du Conseil de transition du Sud, et le Conseil de transition du Sud semble le savoir. Même avant d'avoir terminé leur conquête de l'ancien territoire du Sud Yémen, les dirigeants du Conseil de transition du Sud affirmaient publiquement viser la capitale yéménite occupée par les Houthis, Sanaa. Pour être clair, ce n'a jamais été un objectif stratégique majeur pour le Conseil de transition du Sud. Jusqu'à présent, leur objectif a toujours été de s'emparer des terres qu'ils aimeraient transformer en État d'Arabie du Sud. Mais maintenant, le Conseil de transition du Sud change de discours et ils soutiennent leurs nouvelles revendications par des actions, au lieu de simplement arrêter leur conquête. Une fois qu'ils ont sécurisé les terres de l'ancien Sud-Yémen, le Conseil de transition du Sud a continué sur sa lancée. Plus précisément, ils ont lancé l'opération décisive, décrite comme une campagne antiterroriste dans la province d'Abian. Maintenant, pour être clair, l'opération décisive ne vise pas les Houthis. Elle vise un réseau de cellules d'Al-Qaïda dans la région qui utilisent depuis longtemps le Yémen comme base d'opération. Le message était clair, si vous donnez au Conseil de transition du Sud le territoire et la liberté d'agir, alors ces actions relèvent de la lutte antiterroriste, voire mieux. Le Conseil de transition du Sud est susceptible d'éradiquer ces cellules d'Al-Qaïda avec succès et potentiellement dans un délai court. Dès que le Conseil de transition du Sud a fait face à une menace terroriste mondiale, il l'a gérée sans hésiter. Cette initiative a rendu la République du Yémen nerveuse. Ses dirigeants ont condamné publiquement le Conseil de transition du Sud, tandis que leur allié, l'Arabie Saoudite, a exigé qu'Abian reste à l'écart du conflit. Comme lors de la prise de contrôle du Sud par le Conseil de transition, l'Arabie Saoudite aurait pu arrêter cette offensive. Et jusqu'à présent, elle a très clairement refusé de le faire. Maintenant, est-ce que le Conseil de transition du Sud se retournerait vraiment pour mener une guerre à grande échelle contre les rebelles Houthis ? Eh bien, il y a probablement un peu de nuance dans cette réponse, après tout. On pourrait certainement imaginer un chef rebelle dire cela. Si les nations de l'OTAN reconnaissent mon pays et me fournissent contre des chars ou avions de chasse, je mènerai la guerre contre qui vous voudrez. Mais dans son état actuel, le Conseil de transition du Sud aurait probablement beaucoup de mal à mener une guerre offensive contre les Houthis, tandis que les Houthis ont conquis une grande partie du territoire à l'intérieur du Yémen. Ils sont particulièrement efficaces lorsqu'ils se battent en défense, utilisant toutes sortes de tactiques innovantes et non conventionnelles, associées à des pièges artisanaux traditionnels et à des drones de nouvelle génération. Certes, l'inverse est également vrai. Les Houthis ont peu de chances de réussir dans une guerre offensive contre le Conseil de transition du Sud. Il se peut qu'aucun camp ne veuille vraiment ce combat. Les Houthis voudraient achever la République du Yémen et laisser le Conseil de transition du Sud proclamer son indépendance pour ensuite revendiquer seul le reste. Alors que le Conseil de transition du Sud, avant cette nouvelle campagne pour obtenir du soutien, a toujours été cohérent dans son objectif, se concentrer sur l'État d'Arabie du Sud et rien de plus. Même si le discours du Conseil de transition du Sud sur les campagnes anti-Houthis et la lutte contre le terrorisme semble surtout être de la communication, cela ne signifie pas forcément que cela ne marchera pas. Vous vous souvenez ? Le Conseil de transition du Sud a les Émirats arabes unis qui plaident en sa faveur, et il semble désormais bénéficier aussi du soutien de l'Arabie saoudite, lorsque ces deux nations choisissent de collaborer. Ils peuvent influencer de nombreux dirigeants étrangers, y compris ceux de Washington, Bruxelles, Moscou et Pékin. Gardez aussi à l'esprit que tous ces dirigeants étrangers et leurs conseillers ont eu bien mieux à faire ces 10 dernières années que de s'intéresser à la petite note de bas de page qu'est la troisième faction du Yémen. Si ces gars-là surgissent et disent qu'ils veulent combattre les Houthis et Riyad et qu'Abu Dhabi peut se porter garant pour eux, cela pourrait suffire. La plupart préféreront ignorer les Houthis à l'avenir. Ces nouveaux semblent irréprochables. L'ancien gouvernement de la République du Yémen était pratiquement sans importance. Et même si le Conseil de transition du Sud se survend, il pourra quand même occuper les Houthis pendant un certain temps.
Cela ne répond toutefois pas à l'ambition principale du Conseil de transition du Sud, l'indépendance. Alors posons la question. Qu'ont dû faire d'autres factions séparatistes dans le monde lorsqu'elles ont tenté de revendiquer leur souveraineté afin que cette revendication soit acceptée et reconnue par la communauté internationale? Le reste du monde préfère collaborer avec des factions perçues comme du bon côté. Ils ont gardé les mains propres autant que possible. Ils n'ont pas de dossier récent d'atrocités extrêmes ou violentes, et ils ne prônent rien de trop ouvertement radical. Le Conseil de transition du Sud coche cette case, surtout sous le regard du monde. Contrairement aux Houthis, les groupes dont la revendication de souveraineté finit par être reconnue sont généralement ceux qui peuvent se présenter de manière crédible comme une force de stabilisation. Encore une fois, il semble que l'on puisse défendre le Conseil de transition du Sud, surtout si l'on prend en compte les Houthis, et le Conseil de transition du Sud commence à apparaître comme un contrepoids régional indispensable. En général, la communauté internationale voudrait que le gouvernement concerné accepte l'idée de sécession. Mais dans ce cas, la République du Yémen n'est pratiquement plus une entité significative. Et elle acceptera probablement tout plan que l'Arabie saoudite jugera le meilleur. Ce serait idéal que la création d'une nouvelle nation souveraine n'entraîne pas aussitôt une guerre régionale. Dans ce cas, tant les Saoudiens que les Émiratis semblent soutenir l'idée. Amman n'en a rien à faire, tant que la ville elle-même reste stable. Bien que les Houthis souhaitent conquérir le Conseil de transition du Sud, ils ressentent de toute façon cela envers toute force combattante au Yémen qui n'est pas les Houthis. Donc, selon tous ces critères, le Conseil de transition du Sud n'obtient pas seulement une note acceptable au test de souveraineté mondiale, il le réussit haut la main. Plus que l'idéologie, plus que le principe. La géopolitique a toujours été une question d'intérêt mutuel, et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'à n'importe quel moment depuis la fin de la guerre froide. Si une initiative paraît inoffensive, elle profite concrètement à la majorité. Elle n'est contestée que par des nations peu appréciées ou pas du tout. Les grandes puissances n'ont ni beaucoup à faire, ni à payer pour que cela arrive, et cela finit généralement par se produire. Le Conseil de transition du Sud comprend clairement comment fonctionnent ces dynamiques, surtout avec l'aide d'un ami comme les Émirats qui savent précisément comment jouer à ce jeu. Le Conseil de transition du Sud, tel que compris aujourd'hui, possède le potentiel de combat et la détermination pour affronter les Houthis. Ils sont généralement irréprochables. Bénéficiant du soutien de partenaires régionaux, s'ils surmontent tous les obstacles, ils ne semblent pas être quelqu'un. Le monde regretterait vraiment d'accorder la souveraineté. De plus, du point de vue de ces autres nations, le Yémen est de toute façon un État en échec, et le Conseil de transition du Sud semble être plus digne de confiance que les Houthis et plus compétent que le gouvernement yéménite actuellement reconnu au niveau international. Alors pourquoi ne pas leur donner une chance ? Merci de regarder.